Bonsoir, bienvenue dans les vidéos de Jules CIS. Aujourd'hui, nous allons évoquer les Taurus et le contresens fait sur le vote en Allemagne. Comme vous le savez, il y a eu il y a peu un vote en Allemagne sur la livraison des Taurus à l'Ukraine. Un certain nombre de commentateurs ont interprété ce vote à la lumière de ce qu'on peut imaginer en France et je souhaitais introduire une vision plus germanique de la situation pour mieux comprendre les enjeux de ce vote. Alors, reprenons au début de l'histoire. À la fin de l'année dernière, Kiev a introduit une demande pour obtenir la livraison des Taurus. Pourquoi? Parce que bon, Kiev demande depuis tout le temps des armes à plus longue portée pour frapper l'infrastructure russe, forcer à disperser la défense antiaérienne russe sur plus de cibles et augmenter la zone de couverture qui lui est imposée. Ça fait sens. Mais Kiev a aussi une deuxième demande qui est une volonté ferme de frapper le pont de Kerch pour le détruire. Là-dessus, je serais plus modéré. À mon avis, ça relève du mécontentement à la fois des Kieviens et à la fois du commandement de l'OTAN et des néoconservateurs américains de frapper un symbole de la politique de Poutine et d'annuler symboliquement la prise de la Crimée. Même s'il réussissait en termes militaires, ça aurait assez peu d'efficacité, parce que d'abord, bon, l'isthme de Kerch est très étroit, ensuite parce qu'il existe un lien entre la Russie et la Crimée, et donc que globalement, il pourrait continuer à livrer à la Crimée ce dont elle a besoin. Je ne dis pas que ça simplifiera la logistique russe, bien au contraire, mais ça ne serait pas la fin de la position logistique russe. Et donc, cette histoire de Taurus est à mon avis largement surfaite. Encore une fois, il s'agit d'une analyse faite depuis les renseignements extérieurs et pas d'une analyse interne, mais je la pense solide. Alors, maintenant qu'on a vu ça, la vie politique allemande a bien évidemment été appelée à prendre position sur pour ou contre les Taurus. Voyons les positions. Alors, sur le vote sur les Taurus, les partis pour, c'est les Verts, les FDP, l'Union de CDU de CSU. Alors en Allemagne, il faut bien comprendre que l'Union, la CDU et la CSU sont deux partis. La CDU, la Christliche Demokratische Union, est dans tous les Länder sauf la Bavière, et la CSU, la Christliche Union, est en Bavière. D'accord? C'est une petite spécificité allemande, mais bon, ce sont deux partis frères qui, au niveau national, votent ensemble, et la Bavière est un land réputé de CSU. D'accord? C'est-à-dire que personne n'a jamais réussi à reprendre la Bavière à CSU au cours des dernières décennies. Les partis contre. Die Linke, le SPD et l'AfD. Alors Die Linke, ça vient de leur héritage pacifiste. Les Verts avaient aussi un héritage pacifiste. Curieusement, ils l'ont jeté à la poubelle depuis l'opération spéciale et sont aujourd'hui un parti pro-guerre anti-russe. La Rand Corporation avait dit à l'époque de ces gens-là qu'ils étaient noyés dans l'idéologie et incapables de tirer les leçons de leurs échecs. Il faut reconnaître que les Verts sont à peu près fiables dans ce domaine. Die Linke, eux, sont restés sur la position pacifiste. Le SPD, on va y revenir, ils ont une position un peu spéciale. L'AfD, c'est la position anti-européenne, anti-OTAN, classique. Alors, le SPD est le parti majeur de la coalition au pouvoir. Et s'il est contre, c'est pour une raison éminemment juridique. Les Taurus sont des armes de plus de 500 km de portée. De ce fait, ils violent les traités sur les exportations. En théorie, vous n'êtes pas censé exporter des armes de plus de 300 km de portée. Il existe un accord plus ou moins officiel à ce sujet. Un traité MTIC, machin. Donc, vous rechercherez si ça vous intéresse. Je n'ai pas documenté ici ce traité parce que je ne voulais pas rentrer dans les spécificités de la vente d'armes. Curieusement, on pourrait se demander si les scalps que nous avons fournis aux Ukrainiens ont été réellement limités pour ne pas dépasser les 300 km, parce que les scalps qui sont en service dans l'armée française dépassent les 300 km. On peut y parvenir, paraît-il, de différentes manières, ou pas. À vérifier, ça relève du secret militaire.
Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les Russes ne s'en sont pas plaints. Est-ce que les Ukrainiens se sont montrés prudents sur ce sujet, ou est-ce que les Russes ont choisi de ne pas se plaindre? Bon, on a vu avec l'affaire des mercenaires que dans cette guerre, beaucoup de sujets étaient pas tout à fait gérés en fonction du droit pur, mais en fonction de l'opportunité qu'il y a à se plaindre ou pas. Au jour d'aujourd'hui, les scalps livrés n'ont pas fait l'objet d'une réclamation russe. Les taurus pourraient-ils être limités? C'est une question. Ou bien la SPD n'a-t-il pas confiance dans Kiev pour jouer le jeu et ne tirer des cibles que à la portée légale des taurus? C'est une question qu'on peut se poser. Toujours est-il que le chancelier Scholz a très clairement indiqué que pour lui, la livraison des taurus posait le problème de la manière dont les Russes réagiraient à cette livraison. Alors, le vote, et c'est là qu'il y a contresens. Le vote du 17 janvier 2024 ne naît pas d'une proposition gouvernementale. On n'est pas en France, on est en Allemagne. C'est une demande de l'Union, c'est-à-dire de l'opposition. C'est l'opposition qui est arrivée et qui a dit « livrez les taurus ». On veut, en tant que Bundestag, que vous livriez les taurus. Donc il faut bien comprendre cet aspect des choses. La demande de livrer les taurus vient d'un parti d'opposition. Et elle a rassemblé 178 voix pour, 485 voix contre. Donc ça a été perçu en Allemagne, non pas comme un vote pour ou contre les taurus, mais comme un vote pour ou contre la coalition. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union tentait sur cette question d'introduire un coin entre le SPD et ses partenaires de coalition. D'ailleurs, ces partenaires de coalition l'ont dit très clairement, puisqu'ils ont publié des communiqués pour indiquer qu'ils restaient favorables à la livraison, mais la coalition gouvernementale a résisté. Donc il faut bien comprendre qu'on est devant une tentative de recomposer la coalition et pas devant une tentative de livrer les taurus. En tout cas, ça n'a pas été interprété comme tel par les Verts et par le FDP, qui maintiennent qu'ils sont toujours favorables à la position de livrer, mais qui ne l'ont pas voté. Et c'est là qu'il y a un contresens, à mon avis, en France. Il faut bien comprendre qu'en Allemagne, vous aviez deux coalitions. Quand les élections ont eu lieu, il y a eu deux propositions de coalition. La première, celle qui a gagné, c'est ce qu'on appelle l'Ampel Coalition, d'accord, le feu rouge. Rouge, jaune, vert. Ça, c'était la coalition Ampel. C'est celle qui a mené Scholz comme chancelier. Et cette coalition est aujourd'hui au pouvoir, avec KO, K1, tous les problèmes possibles et imaginables, mais elle résiste, et elle a résisté au dernier vote. L'alternative, c'était noir, jaune, vert. Vous voyez, ce qu'on a appelé la Jamaïca Coalition. Et curieusement, sur les taurus, la Jamaïca Coalition se retrouve. C'est-à-dire que l'Union, la FDP et les Verts sont favorables à la livraison des taurus. Donc, on avait une position sur laquelle il était effectivement possible de recomposer les lignes de la coalition. Et contrairement à ce que beaucoup de commentateurs ont fait, c'est-à-dire d'analyser ça comme un soutien ou non à la guerre, pour les Allemands, ce n'est pas un soutien ou non à la guerre, c'est avant tout une question interne de savoir est-ce qu'on recompose des alliances ou pas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ce vote est un échec pour l'Union, parce que l'Union n'a pas rassemblé, vous voyez qu'elle a 197 parlementaires, et elle en a rassemblé 178. Donc elle n'a pas rassemblé tous ses parlementaires. Sur ce sujet, deux conclusions. La première conclusion, l'Union n'a pas prouvé sa capacité à faire preuve d'un meilleur, on va utiliser le terme anglais, leadership, ou d'une capacité de diriger le pays, que Scholz. C'est-à-dire qu'elle n'a pas convaincu, à titre personnel, ces politiciens de tête n'ont pas donné l'idée aux Allemands, ou en tout cas aux partis représentés au Bundestag, qu'ils pouvaient faire mieux que Scholz. Et pourtant, Scholz affronte un grand nombre de problèmes, d'accord? Il faut bien comprendre qu'il a les coûts très élevés de l'énergie, et croyez-moi que pour les Allemands, c'est un sujet sensible, parce qu'il fait froid en Allemagne et le chauffage pèse dans le budget des ménages. Il a
le déficit budgétaire, et le Bundesverfassungsgericht lui a mis non pas une pierre, mais un dolmen dans la chaussure en lui imposant de respecter à nouveau la Schuldenbremse, c'est-à-dire la loi qui limite les déficits. Et Scholz est obligé de faire des coupes, qui l'ont conduit d'ailleurs à une position extrêmement impopulaire et qui a déclenché, ce qu'on va voir tout à l'heure, le problème avec les agriculteurs. Et enfin, il a ce problème, qui ne veut pas livrer les Taurus, le soutien apporté à l'Ukraine, où on reproche aux Allemands de beaucoup parler, mais de faire peu. Vrai, faux, autre sujet. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Scholz n'en fait pas assez. Bon. Et puis il a, dans l'opposition contre lui, c'est-à-dire notamment au niveau de l'AfD, ceux qui lui disent « Vous avez laissé Nord Stream se faire saboter contre nos intérêts », mais ça, à la rigueur, c'est même pas le problème de Scholz. Parce que si vous regardez, l'Union qui est pour la guerre en Ukraine, le SPD qui est pour la guerre en Ukraine, le FDP qui est pour la guerre en Ukraine, les Grünen qui sont pour la guerre en Ukraine, là-dessus, la question fait consensus au Bundestag. Pourtant, encore une fois, l'Union n'a pas rassemblé. Le deuxième sujet, c'est effectivement référendum pour ou contre la guerre en Ukraine. Et le fait que l'Union n'ait pas rassemblé tous ses parlementaires montre peut-être un léger signe d'érosion. Elle n'a pas été suivie par tout le monde sur ce vote. Et ça peut être effectivement vu. Surtout qu'on est en pleine manifestation d'agriculteurs. Je vous l'ai dit, le Bundesverfassungsgericht a refusé les déficits budgétaires. Il a imposé de ramener le budget à équilibre. Il manque 60 milliards. C'est pas une petite somme. Et donc Scholz a commencé à préparer un plan d'économie. Et parmi ce plan d'économie, il y avait la coupure des subventions sur le carburant aux agriculteurs. Ceux-ci ont lourdement protesté, manifesté à Berlin, bloqué plusieurs Länder. Nordrhein-Westfalen a été largement bloqué. Ils ont annulé les écoles pendant une journée. En Baden-Württemberg, en Bavière, pareil, il y a eu d'énormes protestations agricoles. Les agriculteurs se sont organisés, ils ont bloqué, ils ont pas bloqué, ils ont fait des opérations escargots sur les routes. C'est pas tout à fait pareil. Mais il faut bien comprendre que le mouvement agriculteur n'est pas uniquement un mouvement corporatiste. Les agriculteurs ont effectivement dit on ne veut pas qu'on nous coupe les subventions sur le carburant, mais ils ont aussi porté la question au plan politique. Et ils ont demandé de nouvelles élections. Et ça, c'est intéressant. Parce que de nouvelles élections, ça veut dire recomposer la vie politique allemande. Et recomposer la vie politique allemande, ça veut dire très clairement que les agriculteurs demandent un vote. Le vote, vous voyez, ça c'est un sondage récent qui a été fait en Allemagne. Il dit quoi? La CDU-CSU serait la grande gagnante et elle s'étendrait. Mais le SPD, qui a aujourd'hui 206 députés, tomberait à 103. Il perd la moitié de sa représentation. Donc ce serait la fin du SPD. Enfin, la fin. En tout cas pour les prochaines années. Les Verts, qui ont 118 députés, seraient grignotés à 110. Curieusement, ils resteraient stables. Le FDP passera en dessous de 4%. Et là, ça veut dire que le FDP sort des partis qui peuvent faire une coalition gouvernementale. Il ne serait plus représenté au Bundestag. Et le grand gagnant serait l'AfD. Donc, si la revendication des agriculteurs était faite, si on appelait aujourd'hui l'AfD au pouvoir, il ne reste qu'une solution, c'est ce qu'on appelle la GroKo, la grosse coalition, la CDU-CSU avec le SPD ou les Verts, pour avoir la majorité. Voilà. Et la CDU-CSU aurait le choix de ses partenaires, parce qu'il est assez improbable que la CDU-CSU accepte de travailler avec le FDP. Ça suppose que ces sondages d'opinion soient justes. L'opinion politique allemande est bouillonnante. L'AfD peut faire plus, et il se pose une autre question, c'est le parti que Sarah Waldenknecht est en train d'organiser, qui est une forme de Linke, qui serait lui franchement anti-guerre, et qui pourrait rentrer dans d'éventuelles élections. Aujourd'hui, ce parti n'est pas organisé, donc il n'est pas pris en compte. Donc,
aucun des partis n'est prêt aujourd'hui, enfin aucun des grands partis pro-guerre n'est prêt à aller aux élections, parce que justement, ça mettrait en place une forte minorité anti-guerre en Ukraine. Enfin, et donc ça, il faut l'éviter. Mais il faut bien comprendre que le Bundestag tel qu'il est aujourd'hui ne représente plus l'opinion publique allemande, et de ce fait, il a un procès en légitimité. Voilà, je vous remercie, je voulais corriger cet aspect-là, que tout le monde comprenne bien l'enjeu et comprenne que ce vote sur les Taurus n'est pas un vote sur les Taurus, mais c'est un vote interne à l'Allemagne sur des problèmes allemands, dans lesquels se déversent bien évidemment les problématiques de la guerre en Ukraine, mais il n'est pas le signe d'érosion du soutien à la guerre que l'on a voulu en faire. Je vous remercie infiniment.